En 1972, Michael Reynolds est entré dans une décharge à l'extérieur de Taos, au Nouveau-Mexique, a ramassé un pneu de voiture usagé et a eu une idée qui allait lui faire perdre sa licence d'architecte, faire l'objet d'une enquête des régulateurs fédéraux sur ses moyens de subsistance et associer son nom à certains des bâtiments les plus efficaces jamais construits dans l'Ouest américain. Le pneu pesait 40 livres. Il avait la théorie que l'on pouvait y tasser 300 livres de terre battue, en empiler des centaines d'autres de la même manière pour former un mur épais et incurvé et construire une structure dotée d'une masse thermique telle qu'elle conserverait la température d'un matin de printemps à travers le pire blizzard que le Nouveau-Mexique puisse produire. Pas de chaudière, pas de climatisation, pas de raccordement au service public, aucune facture, jamais. Il a testé, ça a marché. Il a testé à nouveau, ça a continué de marcher. Au cours des 17 années suivantes, Reynolds a construit 32 de ces maisons dans le désert, à l'extérieur de Taos. À l'hiver 1993, un photographe du National Geographic a visité le Earthship, construit par l'acteur de télévision Dennis Weaver, à Ridgway, dans le Colorado. La température extérieure affichait 8 degrés F, à l'intérieur 72 degrés, sans aucune chaudière en marche. Le photographe a dit à son rédacteur en chef que les instruments devaient être défectueux. Son rédacteur en chef était d'accord. 53 ans plus tard, Michael Reynolds a 79 ans, il construit toujours et est toujours banni dans 48 États. Les maisons sont toujours chaudes. C'est l'histoire de la maison qui se chauffe toute seule pour toujours. Et de la licence d'architecte qu'ils ont révoquée pour s'assurer que vous n'en construisiez jamais une. Les archives s'ouvrent à l'extérieur de Taos, au Nouveau-Mexique, à l'automne 1974. Reynolds a 29 ans. Il vient d'être suspendu de la pratique architecturale pour les travaux préliminaires qu'il a déjà effectués. Et il construit ce qui sera connu sous le nom de Thumb House. Le budget est de $6 000. Le principal matériau structurel est constitué de pneus de voiture usagés récupérés gratuitement dans la même décharge où l'idée a germé. La méthode de construction n'est pas complexe. Un pneu est posé à plat sur la terre préparée. À l'aide d'une masse, on enfonce de la terre meuble et du sous-sol dans la cavité du pneu. 300 livres par pneu, compactés en couches, jusqu'à ce que l'enveloppe en caoutchouc contienne une brique qui ne pourrit pas, ne se corrode pas, et atteint une résistance à la compression, qui, comme le confirmeront plus tard des tests de matériaux selon les normes ASTM, dépasse les exigences minimales pour les murs porteurs résidentiels. Des centaines de ces pneus sont empilés en rangées décalées. Les espaces entre eux sont remplis de canettes en aluminium fixées dans du béton et de bouteilles en verre recyclées. Toute la masse est recouverte d'un enduit de terre. Le mur qui en résulte fait environ 30 pouces d'épaisseur, avec une masse thermique totale, dans une maison standardisée, d'environ 95 000 livres. La façade sud de la structure est entièrement vitrée, du sol au plafond, inclinée selon la latitude plus 5 degrés et calibrée pour capter le soleil d'hiver à son angle bas. Un débord de toit, calculé selon la géométrie solaire du site, bloque entièrement le soleil d'été à angle élevé, tout en permettant au soleil d'hiver à angle bas de pénétrer toute la profondeur de l'intérieur. La géométrie est autorégulée. Pas de thermostat, pas de capteur, pas de commande, pas de pièce mobile. C'est cela, le système de chauffage et de refroidissement. Mais Reynolds ne construisait pas une expérience sur la température. Il construisait un vaisseau de survie complet. Et le système thermique n'était que le premier de 4 systèmes imbriqués qui, ensemble, éliminent tous les coûts récurrents des services publics qu'une maison conventionnelle supporte. Le deuxième système est l'eau. Reynolds a conçu le toit pour fonctionner comme une surface de captage, canalisant 100% des précipitations par des gouttières vers des systèmes souterrains, généralement de 10 000 à 30 000 gallons selon les besoins du foyer. L'eau passe par 4 étapes de filtration
avant d'atteindre un robinet de cuisine, en commençant par un filtre grossier à l'entrée du système et en terminant par un filtre en céramique et charbon au point d'utilisation. Les eaux grises des éviers et des douches s'écoulent ensuite dans une cellule botanique intérieure confinée, une jardinière à l'intérieur de l'espace de vie, où les plantes traitent l'eau biologiquement, en éliminant les nutriments et les agents pathogènes par absorption racinaire. Cette eau sort de la cellule intérieure et alimente une cellule botanique extérieure, puis continue vers un réservoir de chasse d'eau pour les toilettes. Un gallon entrant dans le système sert à 4 usages avant d'en sortir. À Taos, au Nouveau-Mexique, qui reçoit 13 pouces de précipitations par an, une zone de captage sur le toit de 1500 pieds carrés recueille suffisamment d'eau pour 2 adultes avec un excédent de 30%. Le troisième système est la nourriture. La zone de serre orientée au sud, qui charge la masse thermique, n'est pas un espace perdu entre 2 utilisations. Reynolds l'a conçu comme une zone de culture ouverte toute l'année. Les résidents de la communauté Greater World cultivent des bananes, des papayes, des agrumes et des légumes tropicaux à 7000 pieds d'altitude dans un climat qui connaît la neige en mai. La serre ne nécessite pas de chauffage d'appoint car la masse thermique située derrière elle maintient la température de la zone au-dessus du point de congélation, sauf lors des vagues de froid les plus extrêmes. Le quatrième système est l'électricité. La charge électrique totale d'une maison sans chaudière, sans climatiseur, sans chauffe-eau électrique et sans pompe, fonctionnant sur une pression d'alimentation continue, représente environ 1/10 de la charge d'une maison américaine conventionnelle. Un réseau photovoltaïque de 1,5 à 3 kW combiné à un parc de batteries de 48 vifs, alimente indéfiniment l'éclairage, la réfrigération, la communication et les petits appareils électroménagers. À l'échelle de consommation qu'exige un Earthship, l'installation solaire qui serait inadéquate pour une maison conventionnelle est plus que suffisante. Ces 4 systèmes réunis éliminent entièrement la facture des services publics. Pas réduire, éliminer. Le ménage américain moyen paie séparément pour l'électricité, le gaz ou le fioul de chauffage, l'eau et, dans de nombreux cas, le traitement des eaux usées. Un résident d'Earthship ne paie pour rien de tout cela. Le coût de construction, qui est comparable au pied carré à celui d'une construction conventionnelle en raison de l'intensité de la main-d'œuvre nécessaire pour le travail de la terre battue, est le dernier paiement que la maison exigera jamais. Voici la physique expliquée aussi simplement que possible. Une masse dense absorbe la chaleur lentement et la restitue lentement. Les murs en pneus absorbent l'énergie solaire pendant la journée et renvoient la chaleur stockée vers l'intérieur pendant la nuit froide, exécutant un cycle thermique quotidien qui ne nécessite aucun apport de carburant. Le vitrage sud est le mécanisme de charge. Le débord de toit est l'interrupteur saisonnier. Le mur arrière enfoui, partiellement encastré dans la colline, tire parti de la température constante de 56 degrés de la Terre à 4 pieds de profondeur qui agit comme un plancher thermique en hiver et un dissipateur thermique en été. Ce premier hiver, la température à l'extérieur de la Thumb House a chuté à 12 degrés pendant 3 nuits consécutives. Reynolds n'avait pas installé de chaudière. Il a quand même dormi dans la maison. La température intérieure s'est maintenue à 64 degrés. Il a écrit une seule phrase dans son journal cette nuit-là. Les loups savaient quoi faire. En 1974, il ne pensait pas à l'industrie. Il pensait à la physique, aux déchets et à la possibilité qu'une maison puisse cesser de coûter de l'argent au moment même où elle était terminée. Mais voici ce que la Thumb House menaçait, que Reynolds l'ait compris à l'époque ou non. Le marché de l'énergie résidentielle aux États-Unis génère environ 450 milliards de dollars de revenus annuels. Le chauffage et la climatisation représentent environ 48% de ce chiffre. Chaque dollar de ces 450 milliards circule à travers une chaîne d'approvisionnement. Producteurs de carburant, entreprises de services publics,
fabricants de CVC, leurs fournisseurs de pièces et de réfrigérants, leurs entrepreneurs en installation, leur réseau de maintenance. Une maison qui se chauffe et se refroidit d'elle-même en permanence ne participe pas à cette chaîne d'approvisionnement. Pas partiellement, pas avec des exceptions, en permanence. Dès le jour de son achèvement, elle n'a besoin de rien, ni de personne. Vous ne pouvez pas mettre un compteur sur un mur de pneus. Vous ne pouvez pas envoyer une facture mensuelle à 95 000 livres de terre battue. Vous ne pouvez pas facturer la libération lente de la chaleur solaire stockée. La maison qui n'a besoin de rien est, du point de vue de tout modèle économique fondé sur la vente de chauffage et de climatisation, en tant que service récurrent, bien plus qu'une simple concurrence. C'est une erreur de catégorie. C'est le mauvais type de solution au problème. Et plus elle se rapproche de la bonne réponse, plus il devient nécessaire de la garder hors de la liste approuvée. Reynolds a passé les 15 années suivantes à affiner la conception. De meilleurs systèmes de captage sur les toits alimentant des systèmes souterrains. Des zones de serres intérieures, utilisant les eaux grises des éviers et des douches pour cultiver des bananes, des papayes et des agrumes à une altitude où les jardins standards mouraient en mai. De petits panneaux photovoltaïques alimentant la charge électrique minimale d'une maison sans chaudière, sans climatiseur et sans chauffe-eau, fonctionnant au gaz. Les conceptions ont évolué. Le cœur est resté. La masse thermique, la géométrie solaire passive et l'élimination délibérée de tout système nécessitant un paiement mensuel pour fonctionner. À la fin des années 1980, Reynolds avait construit suffisamment de structures, et un nombre suffisant d'entre elles avaient bien fonctionné pendant assez longtemps pour que la division des industries de la construction du Nouveau-Mexique ne puisse plus l'ignorer. En 1989, ils ont révoqué sa licence d'architecte. La raison invoquée: construction sans les permis appropriés, utilisation de matériaux non approuvés par les codes en vigueur et mise en danger de la sécurité publique. Cette dernière accusation est celle qui mérite d'être examinée le plus attentivement. Pas une seule des 32 structures de Reynolds n'avait subi de défaillance structurelle. Pas un seul résident n'avait été blessé. La division des industries de la construction du Nouveau-Mexique ne pouvait signaler aucun blessé, aucun effondrement, aucune violation de sécurité documentée dans aucune des structures physiques construites par Reynolds. Ce qu'il pouvait souligner, c'est qu'aucun des matériaux qu'il utilisait n'apparaissait dans les sections appropriées du Code de construction uniforme. Les pneus ne figuraient pas sur la liste approuvée. Par conséquent, selon la loi telle qu'elle était rédigée, la maison était illégale. Savoir si la maison était sûre était une question que la liste approuvée n'était pas conçue pour poser. Maintenant, nous devons parler de ceux qui ont rédigé la liste approuvée. L'International Code Council, IECC, est une organisation privée à but non lucratif, dont le siège est à Washington, D.C. Elle rédige l'International Residential Code, IRC, le document qui régit les normes de construction résidentielle dans les 50 États américains. Il est mis à jour tous les 3 ans par le biais d'un processus de vote. Les membres votants de l'ICC comprennent des responsables de la construction et des représentants de l'industrie de fabrication de produits de construction. Les entreprises membres de l'ICC incluent la Portland Cement Association, l'American Chemistry Council, l'American Forest and Paper Association, la National Association of Home Builders, USG Corporation et CertainTeed. Ces organisations ne financent pas l'ICC par générosité civique. Elles le financent parce que les résultats de l'ICC déterminent directement quels matériaux sont légalement requis dans la construction résidentielle américaine. Leur adhésion leur donne le droit de vote dans le processus qui rédige les règles que leurs concurrents doivent contourner pour entrer sur le marché. La section R316 de l'IRC interdit l'utilisation de pneus dans la construction de murs habitables. La justification invoquée: les pneus dégagent des composés organiques volatiles à des températures supérieures à 400 degrés F.
Le contre-argument de Reynolds, confirmé par des tests de matériaux indépendants, les pneus encastrés dans 300 livres de terre battue n'approchent jamais des températures proches de 400 degrés. La masse structurelle qui les entoure agit comme une isolation thermique qui rend le scénario d'incendie physiquement invraisemblable dans un mur enfoui. Le code ne fait aucune distinction entre un pneu exposé et un pneu enfoui dans un sol compacté. Cette distinction n'est pas scientifiquement complexe. Elle n'a tout simplement jamais été faite. La section R602 exige du bois d'ingénierie ou une charpente en acier comme système structurel résidentiel. Un système structurel alternatif, c'est-à-dire tout ce qui ne figure pas sur la liste approuvée, nécessite qu'un ingénieur en structure agréé certifie la conception avec un sceau professionnel. La plupart des ingénieurs en structure ne certifieront pas une structure Earthship, non pas parce que les murs échouent en taux test, mais parce qu'aucun ingénieur en structure ne veut être le premier dans sa juridiction à risquer sa licence professionnelle sur quelque chose que son assurance erreur et omission ne couvre pas. La voie de la certification existe, en théorie. En pratique, elle exige que quelqu'un se lance en premier et personne n'a d'incitation financière à être le premier. Giston Jacobson, partenaire de longue date de Reynolds et co-directeur d'Earthship Biotecture, a résumé cela dans une interview que Reynolds n'a jamais contredite, publiquement. Les codes n'ont jamais été rédigés pour assurer la sécurité des gens. Ils ont été rédigés pour que les gens continuent de payer. Reynolds a fait appel de la révocation de sa licence. Sa licence a été partiellement rétablie en 1994, avec des conditions lui interdisant la pratique commerciale. Il a fondé Earthship Biotecture en tant qu'entreprise officielle. Il a publié 3 volumes sur la construction des Earthships, qui sont devenus les documents de construction hors réseau les plus référencés au monde. Il a continué à construire. Dennis Weaver a compris l'idée avant la plupart des architectes. Weaver, surtout connu pour son rôle de l'acteur Chester dans Gunsmoke pendant 19 saisons, avait gagné assez d'argent pour construire la maison qu'il voulait. Il a visité le complexe de Reynolds à la fin des années 1980 et a commandé un Earthship à Ridgeway, dans le Colorado, à une altitude de près de 7000 pieds, dans une vallée qui connaît des périodes prolongées de températures négatives chaque hiver. Son Earthship achevé a coûté 150 000 $, ce qui, en 1990, correspondait au coût d'une maison conventionnelle modeste dans la même région. Il n'a rien dépensé en chauffage après le jour de son achèvement. Il n'a rien dépensé en climatisation. Il a cultivé de la nourriture dans la serre pendant les hivers des montagnes rocheuses. Il est décédé en février 2006, à l'âge de 81 ans, dans la maison, un jour où la température extérieure était inférieure à 0. La famille a signalé que la température intérieure au moment de sa mort était de 72 grader. Aucune chaudière en marche, aucun carburant brûlé, 72 atoy, le jour de sa mort. En 2007, un film documentaire intitulé Garbage Warrior a suivi Reynolds à travers ses batailles juridiques et sur le terrain. Il a atteint plus de 10 millions de vues en ligne. La réponse internationale a été immédiate. La Belgique, la France, l'Écosse, la Bolivie, l'Argentine, le Cambodge et le Malawi construisaient tous des Earthships avec le soutien du gouvernement dans des pays où le Code résidentiel international, IRC, ne s'appliquait pas ou avait été adapté pour intégrer des matériaux alternatifs. Puis, en janvier 2010, un tremblement de terre de magnitude 7,0 a frappé Haïti. 230 000 personnes sont mortes. Les dégâts se sont concentrés exactement sur le type de construction que l'IRC promouvait depuis 50 ans. Des blocs de béton non renforcés, construits selon des normes minimales. Reynolds a mobilisé une équipe de bénévoles en 72 heures. Il s'est envolé pour Port-au-Prince et a commencé à apprendre aux constructeurs haïtiens à bâtir des structures en sacs de terre à partir des décombres des bâtiments qui venaient de tuer 230 000 personnes. En 10 jours,
6 structures de démonstration étaient achevées. Le gouvernement haïtien l'a officiellement invité à continuer. Il est resté 3 semaines. À son départ, 30 constructeurs haïtiens avaient été formés à cette méthode. Les unités de logement temporaire préfabriquées de la FEMA, coûtant environ 10 000 $ chacune, ont commencé à arriver à Port-au-Prince le mois suivant. Maintenant, tenez-vous à l'intérieur d'un Earthship à Taos. C'est la 2e semaine de janvier. La température extérieure ce matin est de 4 degrés. Le ciel est sans nuages. La lumière sur le haut des airs est plate et argentée, typique des matins d'hiver à 7000 pieds d'altitude. Brillante et froide à la fois. Une lumière qui porte l'idée de la chaleur, mais pas sa substance. Vous franchissez l'entrée. L'air change immédiatement. Pas encore la température, mais l'air lui-même. Il est calme, avec une qualité qui rappelle l'intérieur d'un bâtiment en pierre en été. Légèrement sous pression, frais sans être froid, portant un léger parfum minéral que votre système nerveux enregistre avant que votre esprit n'ait le temps de l'interpréter. L'odeur de la terre profonde, l'odeur de la masse. Le mur sud devant vous est en verre, du sol au plafond, légèrement incliné vers l'extérieur à la base. Le soleil d'hiver le traverse et se pose en rectangle plat sur le sol en terre. Dans la zone de la serre, entre la vitre et l'espace de vie principal, des bananiers poussent vers le toit. De larges feuilles vertes qui n'ont aucune raison rationnelle d'être ici. Nous sommes en janvier, à 7000 pieds d'altitude, dans le haut désert du nord du Nouveau-Mexique, et le climat tropical le plus proche se trouve à 2000 miles au sud. Les bananiers ne semblent pas le savoir. Vous avancez plus profondément. Le vert s'éloigne. Les murs s'épaississent autour de vous. Vous enlevez votre manteau. La température intérieure est de 68 degrés Celsius. Elle est d'environ 68 degrés max, ne variant pas de plus de 4 degrés dans un sens ou dans l'autre depuis 4 mois. Vous cherchez le thermostat. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de chaudière dans la buanderie, car il n'y a pas de buanderie. Il y a un petit poêle à bois dans le coin, installé par précaution par les constructeurs d'origine, et le petit bois à côté n'a pas été touché depuis septembre. Appuyez votre main à plat contre le mur intérieur en pneu. Pas le bout de vos doigts, toute votre paume. C'est chaud. Pas à température ambiante. Chaud. La sensation d'un mur de pierre qui a absorbé le soleil toute la journée, sauf que ce mur l'absorbe depuis 4 mois. Environ 450 jours pneus de charge solaire, représentant une batterie thermique avec une capacité calibrée pour le climat de Taos en hiver. Assez de chaleur stockée pour maintenir 68 degrés Celsius tout au long de la nuit froide la plus longue, la libérant au rythme requis par l'air intérieur, ni plus vite, ni plus lentement, sans système de contrôle, sans capteur, sans qu'aucune décision ne soit prise par un mécanisme plus sophistiqué que la physique de la masse dense. À l'extérieur, 4 degrés, à l'intérieur, 68. La différence entre ces deux températures, 72 degrés d'écart, est maintenue en ce moment même par 318 pneus remplis d'environ 95 000 livres de terre compactée. La collecte des pneus n'a rien coûté. L'excavation de la terre n'a rien coûté. Le travail a eu lieu une fois, et maintenant il continue de faire ce qu'il faisait le jour de son achèvement, et fera de même pour les 100 prochaines années sans entretien, sans remplacement, sans un seul paiement à qui que ce soit. Vous vous asseyez sur un banc intégré au mur de pneus, ce mur qu'aucune banque ne financera, qu'aucun entrepreneur agréé dans 47 États ne construirait avec un permis. Le banc est chaud grâce à la chaleur stockée de 3 mois de soleil hivernal. À l'extérieur, 4, à l'intérieur 68. La question qui vous vient à l'esprit n'est pas comment. La physique n'est pas un mystère. Reynolds l'a expliqué en 1974, et elle n'a pas changé. La question est pourquoi? Pourquoi?
Au cours des 50 années écoulées depuis que la Thumb House a prouvé le concept, avec des coûts énergétiques atteignant en moyenne 2 500 $ par foyer et par an et en augmentation, avec une crise du logement qui a poussé le prix médian des maisons américaines au-delà de 300 000 $, avec des données de performance évaluées par des pairs confirmant ce que Reynolds a démontré dans le désert. La structure qui rend toute facture d'énergie inutile est-elle restée illégale dans 48 États? L'étude du Prescott College, achevée en 2001, a surveillé 14 Earthships sur 18 mois de conditions météorologiques, allant de 17 à 108 degrés. Pas une seule structure n'est descendue en dessous de 62 degrés Celsius à l'intérieur. L'étude est accessible au public. Elle a été citée dans la littérature académique. Elle n'a jamais été citée dans une procédure de mise à jour de l'International Code Council, ICC. L'Earthship de Brighton, dans l'East Sussex, en Angleterre, a été surveillée par l'Université de Brighton pendant 9 ans d'occupation. Les résultats ont été publiés par le UK Green Building Council. Les températures intérieures ont maintenu une moyenne de 68 degrés pendant les hivers britanniques, atteignant 14 degrés à l'extérieur sans aucun chauffage mécanique. Les données sont sous forme d'évaluation par les pairs. Elles n'ont jamais été citées dans une procédure de mise à jour de l'ICC. L'Earthship Fife en Écosse a été inspecté de manière indépendante par le Conseil de Perth et Kinross après sa construction. Le rapport officiel a conclu que la structure respectait et, sur plusieurs paramètres, dépassait les normes requises pour une occupation résidentielle habitable. L'Écosse se situe à 56 degrés de latitude nord. Taos se situe à 36. Si le système fonctionne en Écosse, il fonctionne partout. Cette enquête n'a jamais été citée dans une procédure de mise à jour de l'ICC. Ce qui est systématiquement cité dans les procédures de mise à jour de l'ICC, à travers de multiples cycles de mise à jour, ce sont les soumissions des organisations qui financent les opérations de l'ICC et qui détiennent des votes dans le processus de rédaction des règles. Reynolds a témoigné devant l'ICC en 2012 et de nouveau en 2015. Les deux témoignages sont de notoriété publique. Tous deux ont été rejetés sans réfutation technique substantielle. En 2012, l'année même où Brighton a publié sa première décennie de données de performance montrant une efficacité thermique dépassant les projections du modèle de 12%, l'ICC a ajouté une formulation à la section R316, rendant la construction de murs en pneus explicitement non conforme. Sans aucun seuil de données qui déclencherait un examen, sans aucune voie allant de la preuve documentée au permis légal, il est retourné à Taos et a construit une autre maison. Il a 79 ans maintenant. La Greater World Earthship Community, au nord-ouest de Taos, s'étend sur 634 acres et contient plus de 70 structures achevées. Les prix des terrains varient de 40 000 $ à 120 000 $. Les Earthships préconstruits ont une liste d'attente de 18 mois. La facture moyenne des services publics parmi les résidents est de 247 $ par an, principalement pour le service Internet. La facture énergétique moyenne est de 0. L'exemption pour les propriétaires constructeurs est la faille dans le mur. 44 États américains ont des dispositions permettant aux individus de construire leur propre résidence principale sans licence d'entrepreneur ni inspection du code, à condition qu'ils occupent personnellement la structure. L'entreprise de Reynolds estime qu'entre 200 et 400 Earthships sont achevés chaque année aux États-Unis en vertu de cette exemption. 200 à 400 maisons par an qui ne paient aucune facture d'énergie. Construites par des personnes qui ont trouvé la voie légale que le code a laissée ouverte parce qu'elle a été écrite pour quelqu'un d'autre. La Belgique, la France, l'Écosse, la Bolivie, l'Argentine, le Népal, le Cambodge et le Malawi ont construit des Earthships avec des permis de construire standards. Leurs gouvernements ont examiné les données de performance et ont jugé la construction solide.
Dans les pays qui n'ont pas hérité du Code résidentiel international tel qu'il est rédigé, l'Earthship n'est pas un contournement, c'est simplement un bâtiment. Le ménage américain moyen a dépensé 2 511 $ en énergie en 2024. Sur 50 ans, en ajustant prudemment pour l'inflation, ce ménage dépensera 125 000 $ pour faire fonctionner une structure dont il a été démontré, sur 3 continents et 50 ans de performance documentée, qu'elle fonctionne par elle-même. 125 000 $. C'est le coût de la section R316. C'est ce que l'absence d'un matériau d'une liste approuvée, maintenue par une organisation privée à but non lucratif, financée par les industries qui vendent les matériaux concurrents, coûte au ménage américain moyen mesuré sur toute une vie. Reynolds témoignera à nouveau lors du prochain cycle de mise à jour du code. La transcription sera à nouveau de notoriété publique. Le vote pourrait à nouveau aller dans le même sens et dans 45 États, l'exemption pour les propriétaires constructeurs sera toujours ouverte. La physique sera toujours vraie. Les pneus seront toujours gratuits. Il y a quelque chose de particulier dans une technique de construction qui a été interdite, non pas parce qu'elle a échoué, mais parce qu'elle a réussi. L'arc habituel d'une technologie supprimée est qu'elle avait un défaut, ou qu'elle est arrivée avant que le marché ne soit prêt, ou que les alternatives étaient simplement moins chères. L'Earthship de Reynolds n'a aucune de ces explications à sa disposition. La Thumb House fonctionnait en 1974. Elle fonctionnait en 1989 lorsqu'ils lui ont retiré sa licence. Elle fonctionnait en 2001 lorsque le Prescott College a publié les données. Elle fonctionne aujourd'hui dans les Highlands écossais, dans une ville belge et dans plus de 70 structures dans le désert du Nouveau-Mexique, dans tous les climats où elle a été construite et surveillée. L'Earthship n'a pas été interdit parce que les murs étaient dangereux. Il a été interdit parce que les murs étaient inutiles. Tout ce qu'une maison moderne est tenue de contenir, chaudière, climatiseur, chauffe-eau, raccordement au réseau, est inutile dans une structure construite avec une masse thermique adéquate, une géométrie solaire passive et un toit conçu pour collecter ce qui tombe dessus. Les codes n'exigent pas ces systèmes parce qu'ils vous gardent en sécurité. Ils les exigent parce qu'ils vous connectent à des chaînes d'approvisionnement qui dépendent de votre paiement mensuel pour fonctionner. La maison qui n'a besoin de rien est un problème pour tous ceux qui vendent quelque chose. Et pourtant, elle est là, par 4 degrés en janvier, avec 68 degrés ref à l'intérieur. Rien ne tourne, rien ne brûle, rien n'est facturé. Le mouvement qu'elle a généré est mondial, d'une manière que l'application des codes ne peut atteindre. Une communauté Earthship à Zipolite, au Mexique, abrite 60 familles. Une communauté à Taos a une liste d'attente qui se mesure en années. Un Earthship dans les montagnes du Drakensberg en Afrique du Sud, construit par des bénévoles en 3 semaines, a maintenu des températures intérieures pendant un hiver africain que les habitants ont qualifié de plus froid depuis 40 ans. Un Earthship dans le village écossais de Kinghorn, construit en 2004 par un groupe de bénévoles qui n'avaient jamais rien construit avec des pneus auparavant, est toujours occupé et toujours surveillé. Ces données de performance thermique sont régulièrement citées par les chercheurs britanniques en éco-construction. Reynolds a donné une conférence TED en 2012. Il avait 67 ans. Il construisait depuis 40 ans à ce moment-là. Il a déclaré « La demande en ce moment est 10 fois supérieure à ce qu'elle était en 2019. Les codes n'ont pas changé. Le système n'a pas changé, mais les gens ont changé. » Il avait raison. La physique n'a jamais changé. La demande n'a jamais disparu. La seule chose qui se dresse entre la Thumb House et le grand public américain est une section du Code résidentiel international qui n'a jamais cité les données de performance qui la contredisent. Rédigée par une organisation privée, financée par les industries dont elle profite, mise à jour tous les 3 ans sans modification, décennie après décennie, tandis que les maisons qu'elle interdit restent debout
et que les factures d'énergie qu'elle protège continuent d'augmenter. L'archive ne se ferme pas ici. Reynolds a résolu le problème de l'énergie. Mais il y a un deuxième problème plus ancien que les factures d'énergie, plus ancien que les codes du bâtiment, plus ancien que le Code résidentiel international et toutes les organisations qui le rédigent. Le problème de la maison elle-même, ce qu'elle coûte à construire, ce qu'elle coûte avant même que vous ne payiez une facture de service public. Il existe une méthode de construction qui résout complètement ce problème. Elle coûte 300 $ en matériaux. Elle ne nécessite aucun entrepreneur agréé, aucun bois d'ingénierie, aucune chaîne d'approvisionnement approuvée. Elle est fabriquée à partir de la terre qui se trouve directement sous nos pieds. Une structure construite avec cette méthode au Nouveau-Mexique a été occupée sans interruption pendant plus de 1000 ans, sans une seule réparation structurelle. Et elle a été rendue illégale dans 48 États, non pas parce qu'elle a échoué, mais parce qu'elle était trop bon marché pour être autorisée. Cette vidéo est sur votre écran en ce moment. Cliquez dessus. Si cette histoire a changé votre façon de voir le gaspillage dans notre monde et le potentiel de la Terre sous vos pieds, veuillez vous abonner et aimer la chaîne. Nous découvrons l'histoire qu'ils ont essayé d'enterrer. Construisons un avenir différent. La prochaine archive s'ouvrira bientôt.